Nous avons connu les guerres mondiales, que le monde considère parmi les conflits les plus meurtriers de la planète. Cependant, il y a un conflit qui est passé ou qui passe presque sous silence des médias et de la communauté internationale. Oui, il s'agit de la guerre au Congo. Le saviez-vous? Nous avons choisi de partager avec vous le livre intitulé « Holocauste au Congo » écrit par Charles Onana. Ce livre a le mérite de mettre en lumière des faits historiques importants qui ont conduit à la déstructuration du Congo, Zaïre à l'époque, et à ce drame colossal de millions de morts dont les conséquences se vivent jusqu'à ce jour. Depuis 1997, un lourd silence pèse sur plus de 10 millions de morts, mais aussi sur plus de 500 000 femmes violées et sur le traumatisme de milliers d'enfants en République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Plusieurs rapports des Nations Unies démontrent depuis 2001 que des millions de tonnes de minerais sont pillés et livrés à des trafiquants en tout genre et qu'ils sont exportés, puis vendus chez des voisins de la République démocratique du Congo, en premier lieu, desquels le Rwanda. Malgré les preuves rassemblées par les experts de l'ONU, les institutions africaines et européennes restent silencieuses. Pour comprendre ce qui conduit ce pays au chaos et à la destruction, il faut d'abord rompre le silence sur ces millions de morts, dont on cherche d'ailleurs soit à nier la réalité, soit à minimiser l'importance. La méthode utilisée jusqu'à présent consiste surtout à ne pas les évoquer et à ne plus les compter. Pourtant, plusieurs experts admettent que c'est le plus grand massacre d'êtres humains depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans son discours à la nation du 30 juin 2022, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, a déclaré que la République démocratique du Congo a déjà payé un lourd tribut avec près de 10 millions de morts, ainsi que plusieurs millions d'autres personnes déplacées à la suite des atrocités commises par les forces d'agression, les forces négatives et les autres groupes terroristes étrangers appuyés par des puissances extérieures. À la suite de ce propos, il précise « Notre pays fait face à une énième agression de la part du Rwanda qui agit sous couvert du mouvement terroriste M23 et ce en violation de tous les accords et traités internationaux. La désignation des auteurs du malheur des Congolais est donc faite par le chef de l'État congolais lui-même. Qu'en est-il de la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo? C'est d'ailleurs le vœu de nombreux Congolais qui ne doivent justement pas oublier que la justice espagnole, saisie en 2005 par le pacifiste et militant des droits de l'homme espagnol Juan Carrero Saralegui, est déjà en situation de juger les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité commis dans leur pays. La justice espagnole détient suffisamment de preuves et de témoignages pour poursuivre sans tarder ceux qui commettent et qui ont commis des crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo. L'apathie des dirigeants européens face aux crimes des troupes de Paul Kagame ou du régime ougandais de Yoweri Museveni en République démocratique du Congo interroge autant que leur mutisme sur ce qui se passe dans ce pays depuis plus de 2 décennies maintenant. Ce que l'on peut noter d'ores et déjà est que certains ont essayé de réduire l'horreur vécue par les populations de la République démocratique du Congo à une affaire d'incursion de rebelles ou de simples groupes armés plus ou moins identifiables. D'où viennent ces groupes armés ou ces rebelles? Qui sont-ils et qui les finance? Voilà des questions simples que l'on veut éviter soigneusement, d'abord alors que des responsables européens sont parfaitement au courant et rédigent même des rapports confidentiels sur ce qui se passe dans cette région. Mais on est dans une situation extrêmement difficile.
Vous voyez, l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Bon, vous semblez dire oui. Ils viennent de quelque part. De quelque part d'à côté. Ils ne sont pas nés dans la forêt. Ils viennent de quelque part. Le plan secret d'invasion militaire du Congo-Zaïre. La méthode rwandaise pour masquer l'invasion du Congo-Zaïre. La médiatisation excessive des massacres et du génocide au Rwanda reste nécessaire pour l'actuel régime de Kigali qui ne souhaite pas voir évoquer ou questionner son rôle dans la guerre qu'il poursuit indéfiniment contre des millions de Congolais sur leur territoire depuis 28 ans. Ainsi, le fait de traiter régulièrement du génocide au Rwanda maintient de facto le travail de nombre de chercheurs et de responsables politiques ou associatifs à l'écart des crimes de masse que les troupes et les milices Tutsi du régime de Paul Kagame commettent en République démocratique du Congo. Tous ceux qui osent mener des recherches ou qui s'aventureraient à vouloir éclairer le public sur les massacres dans cette région, en dehors des lignes et des périmètres tracés par Paul Kagame, prennent non seulement des risques considérables, mais s'exposent à la furie de Kigali et de ses réseaux clandestins en Europe. En recourant constamment à l'intimidation, au dénigrement, voire aux poursuites judiciaires et à la censure médiatique, Paul Kagame et ses lobbies tentent de contraindre tous ceux qui ont l'audace d'enquêter sur la tragédie rwandaise et sur le drame en République démocratique du Congo de se ranger du bon côté pour éviter des ennuis. Pour comprendre ce qui conduit en particulier les soldats rwandais en République démocratique du Congo, il est utile de revenir à la guerre qui s'est déroulée chez eux en 1994 et sur les objectifs qui sous-tendent cette guerre. Contrairement à ce que certains affirment souvent, le drame du Rwanda a commencé en 1990 par l'invasion des rebelles Tutsis venus d'Ouganda avec pour objectif d'évincer le président rwandais Juvenal Habyarimana du pouvoir. Ces rebelles Tutsis étaient globalement en service dans l'armée ougandaise, mais étant d'origine rwandaise. Ils ont décidé de quitter l'armée ougandaise pour aller prendre le pouvoir au Rwanda en prétendant qu'ils y apportaient la démocratie. 29 ans après, ils sont toujours au pouvoir et aucune perspective d'alternance politique ne pointe à l'horizon dans ce pays. On peut donc constater que le mensonge sur la démocratie a bien fonctionné puisque Paul Kagame compte rester au pouvoir jusqu'en 2035, totalisant ainsi 45 années de règne sans partage. Ce sont donc des Tutsis qui gouvernent désormais le Rwanda et les Hutus, puis les Twa en sont pratiquement exclus. L'idée principale était d'installer un dirigeant à la tête du Rwanda qui serait en mesure d'envahir le Congo-Zaïre et de s'emparer de ses richesses au profit des entreprises minières occidentales et des intérêts privés anglo-américaines soutenus par certains des dirigeants occidentaux. Pour réussir cette phase, une offensive militaire fut donc menée contre les populations du Rwanda pour les contraindre à fuir vers le Congo-Zaïre. Dès le départ, il fallait éviter d'éveiller la curiosité des Zaïrois ou des Africains en général et même de certains Européens sur les raisons qui poussaient l'arrivée massive des réfugiés rwandais sur le sol zaïrois entre avril et juillet 1994. D'ailleurs, pour ne pas permettre l'examen de cette question, certains vont présenter cette situation comme une conséquence directe du génocide au Rwanda. L'afflux de millions de réfugiés rwandais en territoire zaïrois n'est en aucun cas le fait d'un accident malencontreux ni un dégât collatéral du génocide rwandais. Il procède au contraire d'une action militaire minutieusement préparée en vue d'envahir et d'occuper l'est du Zaïre pour exploiter ses minerais. Il s'agit
d'inciter les populations autochtones de l'Est du Zaïre à abandonner leurs terres aux populations étrangères aux fins de mieux organiser l'exploitation minière. La tragédie rwandaise a donc longtemps servi d'écran de fumée aux organisateurs du plan d'invasion du Congo-Zaïre et cette lecture doit être complètement remise en cause aujourd'hui. Les réfugiés rwandais seront donc utilisés pour masquer ce projet. La première phase de l'invasion du Congo-Zaïre se déroule donc au Rwanda même, lorsque les soldats de Kagame s'attaquent essentiellement aux populations rwandaises à partir du nord et de l'est du pays. On constate qu'il les pousse vers le centre du pays et principalement vers la capitale Kigali. Par ce procédé, les rebelles Tutsis décident de fermer la frontière entre le Rwanda et la Tanzanie à l'est, où le nombre de réfugiés est déjà évalué à 470 000 selon les chercheurs belges Dirk de Schrijver, pour que les populations se dirigent plutôt à l'intérieur du Rwanda et progressivement vers l'ouest à la frontière zaïroise. On est donc bien en face d'une invasion masquée où Kagame se sert des réfugiés Hutus pour prendre pied au Zaïre. C'est une atteinte flagrante à la souveraineté du Zaïre sans y déployer des troupes au départ. Cette méthode consiste à agir sur le territoire zaïrois sans attirer l'attention des dirigeants zaïrois ni même celle des Africains ou des observateurs étrangers. Si peu de chercheurs ont perçu que la conquête militaire du Rwanda était liée à la conquête du Zaïre ou que cette dernière était le prolongement de la première. C'est précisément parce que tous les regards se sont portés uniquement sur les massacres des Tutsis. Ainsi, pour mieux dissimuler leur plan d'invasion du Zaïre, les nouveaux maîtres du Rwanda vont d'abord soutenir que les génocidaires Hutus ont fui le Rwanda avec l'aide de la France pour se réfugier avec armes et bagages au Zaïre. Ensuite, ils vont prétendre qu'il faudrait les déloger et les arrêter pour qu'ils ne reviennent pas nuire à la sécurité du Rwanda.